On a un sujet quand même, et parce qu'on est obligé de parler de ce qui se passe en Israël. Je vais faire une sorte d'acknowledgement au début de l'émission, qui est ma position. Je vous demanderai si vous en avez une autre et si vous avez envie de l'exprimer. Si vous n'avez pas envie de l'exprimer, il n'y a aucun problème. Si je peux te conseiller, Oui. je m'abstiendrai de mettre ta position personnelle. Il y a tellement de backlash en ce moment. T'as pas vu toutes les news? Ouais. Tu risques de casser Silicon Carnet, quoi. C'est à ce niveau-là, hein, en ce moment. Mais on Que va en parler de backlash. Moi, ça fait partie de mes sujets, justement. Enfin, tu Oui, vois, mais est-ce que tu veux en faire partie, quoi? Fais gaffe. Après, les gens choisissent d'écouter ou pas. Oui, écoute, je j'ai pas de modèle économique. Enfin, moi, je pense que les gens, ils ont envie aussi de. Je m'en fous. Moi, si les cons veulent plus m'écouter, à la limite, ils me rendent service. Hein, tu vois ce que je veux dire. Moi, je prends pas parti d'un camp à l'autre, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, quoi. Et il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, qu'ils soient juifs et qu'ils soient arabes. Les deux souffrent. Et les deux souffrent de la même chose. Et ben voilà, ça y est, hola hola amigos, et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, maintenant disponible au format audio sur vos plateformes de balado-diffusion, comme disent les Français, enfin vos plateformes de podcast, quoi, en gros, et aussi en vidéo, puisque maintenant Silicon Carnet, vous pouvez le regarder, et vous pouvez le regarder sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube pour regarder Silicon Carnet, et puis on le diffuse aussi sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Enfin, vous allez nous retrouver un petit peu partout au format audio et au format vidéo. Mon nom est toujours Carlos Diaz, je suis toujours investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. J'ai 3 invités, vous le savez, la saison 5, elle est un petit peu différente des autres saisons. J'ai 10 membres permanents dans cette émission Silicon Carnet. Vous êtes en train de les découvrir chaque semaine. Et cette semaine, voilà 3 nouveaux invités de Silicon Carnet que j'adore, qui sont mes amis. Ma première invitée, c'est Flavie Prévost. Vous la connaissez, vous l'avez déjà entendue dans Silicon Carnet. Elle est venue à plusieurs reprises. Elle nous appelle depuis, je ne me rappelle plus, Nantes. Yes. Nantes, voilà, c'est ça. Et elle nous fait le plaisir. On va la retrouver tout au long de cette saison. Flavie, bienvenue dans Silicon Carnet. Merci, un petit peu de West Coast made in France. Voilà, West Coast made in France. C'est bon ça. C'est la West Coast de la France, la voix de la West Coast qui nous parle, Flavie Prévost. On rappelle un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Tu es podcasteur aussi, hein. Tu as ton propre podcast. Ouais, exact. Salut à tous. Moi, je suis une ancienne dirigeante en grand groupe, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis, je suis devenue freelance solopreneur. Donc, voilà, depuis 3 ans, je raconte ma mue. Et puis, j'ai un podcast sur le soloprenariat qui s'appelle Le Board. Et voilà. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça avec toi, Carlos. Et depuis, on échange pas mal. Et je pense qu'on va pas mal parler de ça aussi pendant l'épisode. Absolument, on va parler de ça. Tu en parles régulièrement dans tes podcasts et un peu partout. Et ton parcours, il est assez incroyable. Et merci de le faire en public, de build in public, comme on dit ici dans la Silicon Valley, de nous expliquer ton parcours régulièrement. Et on est très content d'avoir pas simplement des start-upers, mais aussi des solopreneurs dans l'émission Silicon Carnet. Ma deuxième invitée, c'est une petite nouvelle. Elle s'appelle Stéphanie Tramichek, mais ça fait un petit bout de temps quand même qu'elle est dans la tech, hein, Stéphanie. Elle vit à San Francisco, c'est une de mes copines de San Francisco. Je suis super content de t'avoir dans cette émission, Stéphanie. Merci. Bienvenue. Merci Carlos, ravi d'être là. Voilà, on rappelle ton parcours. Tu as beaucoup travaillé dans le domaine du marketing et bien évidemment du web. Et puis beaucoup dans le Web 3 aussi. Tu as été aussi fondatrice de start-up.
Fondatrice de start-up, intrapreneur, Web3, Web2, influenceur à l'époque, parce que j'avais monté le premier blog en DIY, craft, fait main en France en 2004. Donc, voilà. Ouais, exact. Et tu as bossé dans des super startups ici aux États-Unis. Je me rappelle plus de la liste. J'ai bossé pour des boîtes américaines en France, Etsy, Pinterest. Etsy, ça. Pinterest et Etsy, je me rappelle très très bien. Et puis tu as fait un petit virage Web3. Web3 depuis 2017. Depuis 2017, exactement. Et puis mon troisième invité, vous le connaissez, c'est une star, c'est une star en France, Jean de la Roche-Brochard, le baron, qui nous appelle depuis le château. Depuis le Los Angeles français. Il a fait un investissement absolument colossal, puisque vous le voyez derrière lui, il a une œuvre d'art incroyable. Jean de la Roche-Brochard qui travaille pour Kima Ventures, qui est ce fonds qui investit dans les startups françaises, qui est peut-être toujours le plus actif, quoi, je pense, en France. On en fait une petite. Maintenant, on est plus à 120 par an, je crois. On doit faire, on fait 2 à 3 boîtes par semaine avec 2 à 3 Kima. boîtes Et par puis, semaine. ouais, et avec New Wave, sur nos plus gros tickets, où on met entre 500 000 et 3 à 4 millions, on fait 5-7 boîtes par an avec Pilar, mon associé. Exactement. Et donc, voilà, tu es toujours en train de faire ça et on te connaît, on connaît ton franc-parler. Tu as un avantage énorme, c'est que sur Kima, tu n'as qu'un seul LP, ce qui te donne une liberté absolument Et j'ai le meilleur. Et tu as le meilleur, puisque c'est Xavier Niel, quoi. En fait, c'est le fonds d'investissement de Xavier Niel. La French Tech ne serait pas la French Tech si on n'avait pas un Xavier Niel. D'ailleurs, ça serait bien d'en avoir plus des Xavier Niel. Et on est très content que tu sois parmi nous et tu vas nous suivre tout au long de cette saison, Jean, puisque tu seras même l'invité la semaine prochaine avec El Professeur qui fait son comeback dans Silicon Carnet. On aura Jean et El Professeur la semaine prochaine dans Silicon Carnet. Alors, au sommaire de cette émission, il y a des sujets, on va parler de pas mal de choses. Malheureusement, les événements font que on va devoir parler de la guerre en Israël, bien évidemment, mais aussi de son impact sur la tech. C'est ça qui est très intéressant puisque l'impact se fait déjà ressentir. Et j'aimerais bien discuter de ça avec vous et avoir votre point de vue. Peut-être sur la situation, en tout cas, je donnerai le mien, et aussi, mais plus largement, en fait, sur qu'est-ce que cette guerre va avoir comme impact sur le monde de la tech en général. Le deuxième sujet, un post incroyable que tu as posté dimanche dernier dans ta newsletter, Jean, qui s'intitule Startup New Normal. Je vous préviens, ça va piquer un petit peu là-dessus, puisque le game est pas over, mais les règles du jeu sont en train de changer, et tu nous en expliques quelques-unes dans ton post, Jean. C'est super intéressant. Et j'ai quelques perspectives aussi à partager avec vous sur ce qui se passe en ce moment dans la Silicon Valley, qui est très intéressant. Donc, si vous êtes dans le monde des startups, que vous soyez fondateur ou investisseur, je pense que ce sujet-là va vous intéresser parce que les règles du jeu sont en train de changer. Donc, si vous voulez jouer, c'est bien de connaître les nouvelles règles du jeu. Et puis, on va finir avec un sujet un peu plus, j'allais dire un peu plus léger, mais quand même assez déprimant, puisque justement, les millennials sont en train de devenir des vieux cons. Et visiblement, ils ont le blues. Et on en a quelques-uns parmi nous, dans cette émission. Donc, ils vont nous expliquer leur blues. N'est-ce pas, Flavie? C'est toi qui as choisi ce sujet. Ouais, écoute, je pense qu'à l'approche de mes 39 ans, j'avais besoin de me faire un peu de mal. Donc, j'ai trouvé ce sujet dans une super newsletter américaine, Que j'ai lu. hyper détaillée, et j'ai kiffé. Je pense qu'on va se faire plaisir à en parler en fin d'épisode. Et Jean, qui vient d'avoir 40 ans, si j'ai bien compris. C'est ça? Ouais, ça arrive à tout le monde. Voilà. Jean vient d'avoir 40 ans et il va nous en parler. Et il le vit assez mal, en fait. Allez, on commence cette émission. Bien entendu, il est impossible de ne pas parler de ce qui s'est passé en Israël ces dernières semaines. On enregistre cette émission, on est le jeudi 19 octobre. Je donne la date parce que les événements sont en train de changer tellement rapidement qu'il est important aussi de mettre aussi du contexte sur nos paroles et sur nos propos et de rappeler la date. Donc, on est jeudi 19 octobre. Et je voulais dire ici que peu importe si vous êtes sensible à la cause palestinienne,
ce qui est aussi mon cas, ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre est un acte, bien évidemment, de terreur absolument injustifiable. Et je voudrais personnellement, bien évidemment, témoigner mon soutien au peuple juif en Israël et partout ailleurs, parce que je sais qu'aussi j'ai pas mal d'amis qui sont flippés. Les gens ont peur énormément, et qu'ils soient en Israël ou ailleurs. Et bien évidemment, je condamne, et je suis sûr que vous aussi, ici, et tous mes invités condamnent les événements qui ont eu lieu le 7 octobre et qui sont absolument horribles. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi d'avoir une pensée pour le peuple palestinien et les gens à Gaza aujourd'hui qui vont devoir une nouvelle fois payer le prix de cet acte horrible et insensé qui a été mené par le Hamas. Et je voudrais rappeler aussi que la moitié de la population à Gaza sont des enfants, et que quand on voit les images, je ne sais pas vous, mais ces images sont... Moi, j'ai arrêté de regarder parce que c'est absolument horrible. Je voulais d'ailleurs donner une anecdote. Cette semaine, j'étais avec ma fille qui faisait la gueule. Bon, elle a 17 ans, donc c'est normal. Je suis un peu habitué à ce qu'elle me fasse la gueule, quoi, en fait. Et je la secouais un petit peu en disant, mais c'est dingue, tu peux pas faire la gueule. Anna Rose, réveille-toi, machin, etc., etc. Et elle m'a avoué, en fait, que moi, je pensais que c'était moi, qu'elle m'en voulait à moi parce que j'étais son père. Et en fait, elle m'a avoué qu'elle faisait la gueule parce qu'elle était tombée sur des images sur TikTok qui étaient absolument horribles, hein, et que ça l'avait horriblement affectée, quoi. En fait, c'est-à-dire elle ne savait pas comment processer ces choses-là. Elle était complètement paumée. Chance qu'on ait pu en parler. Et je sais pas, je sais que vous aussi, vous avez des enfants. Hein, toi, Flavie, ils sont encore jeunes. Mais je sais pas toi, Stéphanie, mais cette histoire-là est absolument... On a l'impression de la vivre et de vivre ces images en direct, et c'est assez difficile et assez insoutenable, bien évidemment, et c'est en train de toucher beaucoup, beaucoup de monde, y compris nos propres enfants. Donc voilà, on a un message, on espère que les choses vont se calmer, quoi, en fait, mais visiblement, je ne suis pas certain que tout le monde a intérêt à ce que les choses se calment. Et quand on regarde les actualités, je ne sais pas, comment est-ce que vous avez vécu le truc, Stéphanie, toi, tu veux en Mais c'est parler? la Troisième Guerre mondiale qui démarre. C'est la Troisième Guerre mondiale qui démarre. Pour moi, c'est ça, c'est clair. On arrive à la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui Et te fait la dire? guerre des images. Parce que c'est une partie du monde qui est déjà tellement en tension. Là, dès qu'Israël va envahir Gaza, il y a déjà une, une synagogue qui a été aujourd'hui ou ce matin en Tunisie, qui a été ravagée. Désolée pour le français, j'ai vraiment du mal en français. Mais en Tunisie, et on arrive là, c'est pour ça que Biden y va, c'est pour ça que la Jordanie refuse de parler à Biden. On est dans une guerre, et en plus la guerre des images. Si on parlait de tech maintenant, tu parles des réseaux sociaux de ta fille qui s'est fait, Elle est en qui a PTSD, été... hein. Ouais. Elle est complètement, ça fait là depuis 4-5 jours qu'elle est complètement déprimée, quoi. C'est-à-dire Et tu qu'elle sais, j'ai mis, tu pas pourras le processé. mettre en référence dans les notes du podcast. Il y a des journalistes qui démontrent les images sont souvent fausses. Les images les pires sont souvent des images qui sont prises en fait d'anciens conflits pour renforcer en fait une position. Donc il y a une guerre des images qui est en train de se faire. Je crois que c'est 67%, en fait, je sais plus exactement, mais 67% des jeunes consomment 67% des news à travers les réseaux sociaux, qui TikTok, sont hein, là, en l'occurrence, c'est complètement TikTok. manipulés. Ouais. Et t'as Elon Musk qui on demande à travailler plus en fait sur le fact-checking, Meta qui essaye de faire des choses, mais bon, il y a du travail à faire en fait. Là, on a des super chatbots, OpenAI, etc. Mais il faudrait que maintenant ces LLM ils viennent résoudre ce problème en fait de guerre des images et faire du fact-checking. Rapide tour de table. Visiblement, Stéphanie, elle est super inquiète. Elle a peur d'un embrasement, voire d'une troisième guerre mondiale, qui serait d'ailleurs une guerre de religion, hein, ce qui donnerait raison à Michel Houellebecq, by the way. Mais vous, comment est-ce que vous avez vécu ces événements? Flavie, tu veux en parler? Moi, tu me parlais de guerre des images. Alors moi, j'ai un petit truc à dire là-dessus, là, sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que moi, j'étais un peu épargnée parce qu'avec mes enfants qui ont 4 et 2 ans, tu vois, on regarde pas, d'écran. Mais n'empêche que j'écoute la radio le matin et tous les jours, c'est massacre, exaction, et cetera. Ma fille de 4 ans, elle est là: «Bah, c'est quoi massacre?» Bon, OK, donc tes conversations commencent tôt, c'est clair en la matière. Après, moi, je voulais réagir sur ça parce que donc,
dans cet univers un peu creator economy, j'ai certains amis qui sont déjà influents sur les réseaux sociaux. Et Mmh. en fait, à mon petit niveau, donc on ne parle pas de gens qui sont suivis par 20 millions de personnes, hein, mais il y a des gens qui se sont pris des torrents de haine parce qu'ils ont pris position sur l'un ou l'autre des sujets. Et j'écoutais l'autre fois un sujet sur ça. Et en fait, ce qui est horrible, il y a deux cas de figure. C'est que d'un côté, on force tout le monde à prendre position pour l'un ou l'autre des camps, comme si c'était un peu une fracture, comme s'il y avait On se un sent gagnant obligé ou d'en un parler perdant. aujourd'hui dans Silicon Carnet. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, Stéphanie, avant de commencer cette émission, fais gaffe, Carlos, à ce que tu vas dire, parce que ça se trouve, on va recevoir des torrents d'insultes et de commentaires, c'est possible. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait, quoi, en fait On en parle ou on n'en parle pas? Bah, en tout cas, il y a des tweets qui ont forcé les influenceurs, genre Squeezie ou je sais pas quoi, moi je connais pas trop cet univers-là, mais à prendre position en disant: «Mais pourquoi il ne prend pas position? Ça fait 5 jours». Donc moi je me demande, est-ce que du coup on est dans un monde où on doit prendre position surtout, y compris sur ce qu'on maîtrise pas et parce qu'on est une figure publique et cetera. Donc moi je trouve ça absurde. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont exprimé leur soutien, leur sympathie, qui se prennent des menaces de décapitation et compagnie à longueur de journée. Mmh. Et voilà, donc moi ça me fait super peur et en fait cette exposition digitale que tu penses réservée aux puissants, elle arrive dans nos foyers, dans nos iPhones, quand tu vois que voilà, tu peux te faire vraiment, démonter en fait, sur la place publique pour un mot de soutien en plus. Et du coup le deuxième effet qui se coule que je vois, Mmh. c'est un peu que plus personne ose parler et donc plus personne ose exprimer ne serait-ce que son empathie, tu vois, vis-à-vis de cette situation horrible. Et il y a ce que j'appelle la position un peu Miss France, où en gros, tu t'apprêtes à faire un tweet de soutien ou une story de soutien, et là, tu te dis: «Ah ben non, je peux pas dire ça parce que je vais me faire, démonter par l'autre camp», et du coup, ça finit en: «Bah, c'est pas bien la guerre, on est triste pour eux et tout ça», mais on Mais n'adresse c'est pas un non peu plus une les bons position Miss sujets. France que je prends là. J'avoue. J'ai pris une position un petit peu Miss France en disant que tu as raison. Je ne sais pas, je suis pas un expert, je ne peux pas juger, j'ai pas toutes les clés. Je suis pourtant le conflit qui date pas de la semaine dernière et qui a un problème qui Gaza, c'est quand même un truc horrible qu'on a et qui date pas de la semaine dernière et qui est loin d'être réglé. Et je pense qu'on a aussi notre responsabilité, nous aussi en tant qu'occidentaux. C'est pas simplement un problème juif, cette histoire-là. C'est on a laissé ce truc-là pourrir et c'est pas étonnant que ça nous pète à la gueule aujourd'hui. Jean, est-ce qu'il faut prendre position ou est-ce qu'il faut pas prendre position? C'est une vraie question, ce qu'elle pose Flavie. Et quel est le danger de cette prise de position? Ah non, mais Flavie, elle a raison, c'est tout ce que tu dis peut se retourner contre toi. Donc en fait, tu es en procès permanent toute la journée quand tu es en public. Donc c'est très risqué. Toute forme d'empathie s'apparente à Tu vois, c'est comme si tu défendais la cause des uns et des autres. Aujourd'hui, en fait, il y a des innocents qui meurent. Et c'est terrible. Et en fait, c'est tout. Là, par exemple, il y avait une tribune qui a été signée par plein de gens de la French Tech. Pour moi, je l'ai signée comme tout le monde. Et j'ai signé immédiatement. Et j'ai des gens qui m'ont dit, moi, je ne l'ai pas signé parce que je ne prends pas parti. J'ai dit, attends, excuse-moi, je comprends pas. Alors, attends, c'est-à-dire que tu ne prends pas parti. Explique-moi, tu vois, je veux Ouais. comprendre. Et en fait, les gens, ce qu'ils veulent dire par là, parce que du coup, ils se font lyncher, parce qu'ils disent qu'ils prennent pas parti, c'est pas qu'ils prennent pas parti, c'est qu'ils ont peur, tu Mmh. vois, des représailles, de dire que la barbarie, c'est interdit. Et en fait, parce qu'ils ont l'impression que ça va être monté en épingle, que ça va être transformé en ce qu'ils n'ont pas dit, etc. Donc, ils font vachement gaffe. Et donc, ça veut dire que, ouais, bah, et si on en est là, c'est quand même assez terrible, hein. Ouais, absolument. Et c'est intéressant cette position que tu décris avec ces gens qui veulent pas prendre parti. C'est des gens qui renoncent finalement à des choses qui sont vachement importantes pourtant, quoi, qui est de dénoncer la barbarie, peu importe d'où elle vient, et de renoncer à ça parce que ça peut porter préjudice à ses privilèges, quoi, en fait, quelque part. Aux États-Unis, ils utilisent beaucoup le terme safe place, hein, créer des espaces où en fait on peut parler librement, échanger, où tu ne vas pas être jugé. Est-ce qu'on est capable, dans les réseaux sociaux, dans tout notre monde virtuel maintenant, de créer ces safe spaces? Et je pense que les enfants ont besoin de ces safe spaces. Je pense qu'en tant qu'adulte, on a besoin de ces espaces, mais comment on les constitue? Mmh. Bah, je pense qu'on peut faire confiance à Elon Musk, ce qu'il est en train de faire avec X, c'est exactement ça, quoi. C'est un safe space, c'est là on
C'est plus space que safe, hein, quand même. Ouais, Ouais. c'est de plus en plus space et de moins en moins safe. Ça, c'est vrai. L'impact, en tout cas, de cette guerre en Israël, il est en train de se faire sentir. Il est colossal. D'abord, Israël a annoncé qu'il allait mobiliser, bien évidemment, tous ses réservistes. On est à plus de 300 000. Et bien évidemment, parmi ces réservistes, ben, on a beaucoup d'entrepreneurs de la tech, Mm. y compris des gens qui sont basés aux États-Unis. Moi, j'ai entendu certains proches, en fait, qui sont israéliens, qui sont ici à San Francisco, qui ont été mobilisés et qui ont fait leur bagage et qui sont partis en Israël parce que, grosso modo, ils sont mobilisables, et peu importe s'ils sont en Israël ou ailleurs. Donc c'est déjà le cas, ça va avoir un impact, ça va avoir une forme de ralentissement aussi sur le processus de technologie. Jean, on le rappelle, Israël, c'est pas un petit écosystème, on parle de la French Tech régulièrement, mais en tout cas, c'est en termes d'innovation peut-être un des dans le top 5 en fait des écosystèmes dans le monde, peut-être le troisième après les États-Unis et la Chine. En termes de densité de talent et de succès tech, c'est quand même du jamais vu, hein, après San Francisco. Les actions technologiques aux États-Unis, elles ont largement baissé tout de suite après les attentats du 7 octobre. On a vu le Nasdaq qui plongeait. Ça montre bien aussi la proximité finalement entre cet écosystème tech israélien et l'écosystème tech américain. Et puis on a eu toute une série d'annonces, Intel notamment qui était une des premières grandes entreprises à s'être installée en Israël, avait prévu d'investir 25 milliards de dollars dans une nouvelle usine dans la ville de Kiryat, qui d'ailleurs est pas très loin de Gaza. On se pose la question de cet investissement, bien évidemment. Il y a aussi Nvidia, qui est le plus grand fabricant mondial de puces, qui organisait un sommet sur l'intelligence artificielle à Tel Aviv, et bien évidemment, ce sommet a été annulé. Et puis, toutes les startups de la Silicon Valley, que ce soit Apple, Microsoft, Google, Facebook, ont tous des bureaux en Israël. Et bien évidemment, et on peut se poser des questions sur l'impact en fait de cette guerre qui débute aujourd'hui sur la Silicon Valley en général. Stéphanie, tu penses que ça va avoir un impact ? Déjà, le plus gros impact, en fait, il est là-bas. C'est les entrepreneurs, ils n'arrivent pas à fonctionner. Je sais pas si tu as vu sur le post de LinkedIn de Auriel Zango, français, qui était à San Francisco, qui est reparti Basé à là-bas. Tel Aviv. Il expliquait, en fait, entre tous les funérailles où il doit aller, parce qu'ils ont tous quelqu'un, en fait, qui est mort. Les alertes constamment où ils doivent partir, en fait, aller se mettre dans un bunker, les enfants qui sont pas à l'école, et puis le trauma, quoi. Tu parlais de ta fille, mais eux, ils y sont, quoi. Ouais. Il a dit, il était hyper honnête, il n'arrive pas à fonctionner. Donc là, l'impact chez eux, et puis ici, en fait, ici, beaucoup de gens connaissent beaucoup de monde qui sont là-bas, qui sont dans ces contextes-là. Donc en fait, c'est ce qu'ils vivent, ce que Auriel, en fait, partageait sur LinkedIn, sur sa propre expérience. En fait, il y a plein d'entrepreneurs ici aussi qui le vivent, cette empathie. Mais on est empathique, heureusement, on est humain, on n'est pas encore tous des chatbots, et ça agit. Donc il y a un ralentissement, il y a cette peur. Franchement, moi je pense qu'on est sur la 3e guerre mondiale, quoi. On n'a pas de speaker à la House en ce moment au Congrès aux États-Unis. Je pense qu'en France, je sais pas si vous le voyez, mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui représente le Congrès, le House of Representatives, qui est un des plus gros, quoi. C'est l'équivalent du Parlement législatif aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'on est aux États-Unis, on est capable, en fait, n'importe quoi peut arriver, on n'est pas capable de prendre rapidement des décisions pour allouer des fonds, etc. Donc, comme dans tous les films, en fait, policiers, où on va parler, en fait, du futur et d'espionnage, etc., c'est le moment où on est le plus faible. Et donc, il se passe tellement de choses dans le monde, entre la Chine qui va envahir Taïwan, le conflit en Ukraine, qu'on oublie. Ce que j'allais dire, Charlotte, moi j'avais une petite pensée pour toi, parce que tu avais déjà tes développeurs qui codaient depuis des bagnoles avec leur batterie de portable en Ukraine pour Uncut.
Mm. Et donc, enfin, c'est incroyable de se dire qu'en fait, entre plusieurs épisodes de Silicon Carnet, quoi, enfin, les trucs se reproduisent. T'as des mecs en train de faire la guerre, quoi, du côté de tes développeurs, du côté de tes co-founders, du côté de gens avec qui tu es en business, surtout dans le Web3, Stéphanie, parce que c'est sûr que Israël, Web3 et tout ça, il y avait énormément de boîtes qui sont là-bas. Donc, Mm. déjà que bon, c'était un peu, pas compliqué, mais en tout cas, ça buildait sévère. Là, c'est vrai que ça met en plus un coût économique certain. Moi, j'ai des développeurs en Ukraine et je peux vous dire un truc, et je pense qu'il va se passer exactement la même chose en Israël, c'est le niveau de résilience en fait de ces gens-là est absolument colossal. Il l'est déjà parce que ce sont des gens qui travaillent dans des startups, et le fait de te mettre sous contrainte encore plus avec des événements comme celui-là, et moi je l'ai vu avec mes développeurs en Ukraine, c'est assez hallucinant. Ces gens-là arrivent à s'adapter à la situation. Tu parlais de cette anecdote, mais c'était le cas quand on était au tout début en fait de l'invasion russe en Ukraine. Ils avaient plus d'internet. La difficulté, c'était l'électricité. Ils n'avaient pas d'électricité, donc ils codaient dans leur bagnole connectée à un Starlink, et avec sa copine qui conduisait parce qu'il avait son ordinateur qui était branché à l'allume-cigare pour avoir de l'électricité, parce que c'était ça le plus problématique, c'était l'électricité de son laptop, et ensuite connecté à un Starlink pour pusher du code, quoi, en fait. Et on voit le niveau de résilience. Et moi, j'étais là en leur disant mais les gars, arrêtez, quoi, c'est bon, c'est pas grave si on pousse pas cette semaine. Et ils me répondaient, ils disaient mais si on pousse pas cette semaine, Poutine a gagné. C'est ça, c'est pour ça qu'on pousse cette semaine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse comme si il faut pas qu'on donne raison à ces gens-là, et donc il faut qu'on continue à faire notre boulot, même si c'est difficile. Et de toute façon, je ne peux pas arrêter de faire mon boulot, parce que sinon je vais devenir fou, parce que le monde qui m'entoure peut me rendre fou. C'est ça la parole de mes développeurs en Ukraine, et je suis sûr qu'en Israël c'est pareil, quoi. En fait, ils sont face à un monde qui devient complètement taré autour d'eux. Comment on bosse dans ces conditions-là? Eh ben, guess what? Ils y arrivent. Écoutez, c'est super intéressant. On pourrait en parler pendant des heures. On voit tout ce que, à travers, en partant de cette. Alors, Stéphanie parle de cette troisième guerre mondiale. J'espère que tu as tort, Stéphanie, mais malheureusement, les faits actuellement te donnent plutôt raison. On voit l'impact que ça a sur la tech, et quel rôle est-ce que la tech va devrait pouvoir jouer, en fait, dans tout ça. En tout cas, on rentre là dans un vide sidéral, et qu'il y aura, on a besoin, je sais pas, de la tech, si tant est que les gens font encore confiance à la tech. On revient à la tech, et on va parler maintenant de l'article de Jean, Startup New Normal. C'est le deuxième sujet de Silicon Carnet. Jean, tu as lancé une newsletter. Ouais. Ça fait quelques. Je suis abonné, je paye. T'es pas. Oui, et d'ailleurs, j'ai trouvé ça typique créateur, engagé, supportif. J'ai trouvé ça superbe. Bah, ouais, non, parce que je la lis, tu envoies ça tous les dimanches. Tout à Euh, fait. donc, c'est une sorte de discipline. Un peu la même chose que moi avec Silicon Carnet. C'est une discipline. Il y a des gens qui font du sport. Il y a des gens qui font du vélo. J'en connais quelques-uns. Et voilà, bah, c'est un exercice, une gymnastique intellectuelle que tu t'imposes toutes les semaines à écrire cette newsletter, et tu Depuis l'envoies début janvier, ouais. depuis début Mm. janvier, et tu l'envoies tous les dimanches. Et là, elle est souvent très personnelle, d'ailleurs, hein. Tu parles, on va en reparler dans le dernier sujet. Tu as parlé de tes 40 ans là, hein, et Mm. tu as parlé de ton blues, de ça. On en parlera dans le troisième sujet de cette émission. Je sais Mais plus ce là, que je voulais j'ai dit. revenir. Ouais, ouais, tu commences à vieillir, mon vieux. Mais bienvenue, tu vas voir, c'est bien, ça va, quoi, en fait, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Cette semaine, tu nous as parlé d'un sujet que j'ai trouvé super intéressant, parce qu'il fait écho à des choses que j'avais envie de raconter. Tu écris dans ta dernière newsletter, The party is over. Alors d'abord, elle est en anglais. Tu fais l'effort d'écrire aussi en anglais. Toujours. Voilà. Et tu nous expliques The party is over, en expliquant que les règles du jeu ont changé. Qu'est-ce qui a changé, Jean, dans le monde des startups? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire il faut que j'écrive cet article pour expliquer aux start-upers que le monde que vous connaissiez avant, bah, il a disparu? Je pense qu'il faut essayer de. C'est très complexe, donc il faut arriver toujours à trouver un chemin, un résultat très simple à la fin. Je pense que si tu résumes la situation actuelle, c'est que
pendant des années. Et d'ailleurs, tu le voyais quand tu allais à la banque, tu mettais de l'argent en dépôt et on te piquait de l'argent. Tu vois, il n'y avait pas de rendement. Extraordinaire. C'est-à-dire que pour la première fois, là, on a une boîte en France qui s'appelle Memobank. Donc, c'est une banque. Et il me dit, c'est génial, depuis un an, j'ai le droit de gagner de l'argent parce qu'enfin, les taux d'intérêt remontent et on est revenu à un monde normal. Mais en fait, ce qui s'est passé quand l'argent était gratuit, illimité, en fait, comme on ne pouvait pas le garder en banque parce qu'il coûtait cher, il fallait le dépenser. Il Et fallait tous les mecs qui l'investir. dépensaient, fallait investir. Mais en fait, attends, c'est justement ce que tu dis. Tu dis qu'il fallait l'investir. Ben, les gens, ils ne l'investissaient pas, ils le dépensaient. Et l'investissement, le principe d'investissement, c'est que tu cherches du yield, tu cherches du rendement. Mhm. Ben, les start-upers, ils sont là, ils dépensent la thune, et le rendement, on verra plus tard, parce que c'est pas grave, de toute manière, je vais relever des thunes après, et puis après, je relèverai, et puis un jour, je me ferai racheter par quelqu'un, et tout ira bien, quoi. J'aurais bien un Et con à la donc, fin pour acheter ma boîte, c'est ça, quoi. j'ai Et ce qui est donné. intéressant dans ce que tu dis, et moi ce que j'ai lu à travers les lignes et qui fait écho à quelque chose auquel je crois énormément, c'est que je pense qu'on est arrivé à la fin du modèle de financement traditionnel qui prévalait depuis peut-être les années 2010, suite à la dernière crise de 2007-2008, qui consiste généralement à lever plusieurs tours successifs de financement, pré-seed, seed, série A, série B, etc., etc., et qui privilégie en fait la croissance à tout prix et pas forcément la création de valeur à tout prix. C'est ça ce que tu. Exactement, c'est un très bon point. C'est la croissance versus la création de valeur. Et les gens, malheureusement, mélangent les deux. Et d'ailleurs, faut pas qu'on se mente, hein, on peut mettre ça sur la gueule des entrepreneurs, mais en réalité, la problématique, elle est aussi dans la main des investisseurs. Beaucoup de capital investi n'importe comment, et la faute à qui? Bah, c'est pas que la faute aux entrepreneurs, c'est la faute aux VC, c'est la faute à YC, c'est la faute aux gens greedy qui font n'importe quoi, hein. Est-ce que ça, c'est la fin de. On a vu aussi dans toute cette période faste où l'argent était coulé à flot, il y avait une sorte de vanity métrique parmi le monde des startups qui était de combien d'argent tu as levé, quoi, grosso modo. C'était à celui qui levait le plus d'argent. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce paradigme? Non, non, c'est pas la fin, parce que le problème, c'est que l'argent levé, c'est la métrique la plus proche que tu peux annoncer aux gens. Donc en fait, avant que tu fasses que t'embauches des gens, qu'ils soient efficaces, que tu fasses du chiffre, que tu sois rentable, que machin, etc. En fait, ce que tu peux dire aux gens, c'est combien de gens t'as embauché, combien d'argent t'as levé, et quel est ton taux de croissance. Donc en fait, c'est très court-termiste comme effort de communication. Et donc, non, malheureusement, c'est pas fini. Et moi, tu vois, on vient de faire une offre sur une boîte dans laquelle on va investir à peu près 4 fois moins que ce que le reste du marché voulait investir. Et le deal, pourtant, on va le faire parce que c'est un entrepreneur qui a besoin d'accompagnement et on pense que voilà, que notre argent, que l'argent suffit pas. Il a refusé un tour à 20 millions de dollars pour venir bosser avec nous avec 4 fois moins. Et heureusement, parce que les 20 millions de dollars qu'on lui aurait filés, il aurait fait n'importe quoi avec. N'importe quoi, c'est sûr. C'est écrit. D'ailleurs, j'aurais adoré avoir un monde parallèle où je lui filais 20 millions de dollars et je lui en file 5 et on voit ce qui se passe, tu vois. Stéphanie, est-ce que les fondeurs sont en train de s'apercevoir que lever beaucoup d'argent, c'est pas forcément bénéfique pour leur projet? Je pense qu'il y a différents types de fondeurs. Il y a des fondeurs qui vont, aller au maximum de ce qu'ils peuvent lever et ils cherchent pas à avoir des contraintes et comme tu dis, Jean, après c'est, yalla et quand tu développes sans contraintes financières, souvent tu fais des choix qui sont: «Allez, j'ai tous ces projets-là en parallèle» et tu réfléchis pas forcément à optimiser ou en tout cas à trouver très rapidement, en fait, le prochain milestone que tu dois, avoir, hein. J'en vois plein. Dans le Web3, là, j'en vois plein des boîtes comme ça, parce qu'ils ont levé beaucoup. Et puis, tu as des fondateurs qui maintenant, je pense que tu disais le new normal des startups. J'ai l'impression qu'on a 3 types de startups maintenant ou d'entreprises. Avant, on en avait 2, quoi. Tu avais le x100, tout le monde cherchait le x100. Donc, l'entreprise, comme tu en parlais, en fait, Jean, où on va avoir les investissements, on en remet et tu peux rien prouver tant que tu n'as pas vraiment encore ton produit, ton marché, ça va mettre longtemps. C'est souvent basé à beaucoup de techno. Mais maintenant, avec l'AI, tu as quand même pas mal, en fait, d'entrepreneurs, de startups, comme on les appelle tech, qui vont aller chercher le x10 parce qu'elles sont sur des niches très particulières. Avec AI, tu peux aller très vite, tu peux lever petit, donc tu vas en parler, Carlos, mais on va lever des plus petits chèques, des plus petits tickets. Tu vas tout de suite aller sur ton marché parce que l'AI est tellement compétitif que quand tu as une idée, tu as 10 personnes, 20 personnes dans le monde qui ont la même idée et qui ont les mêmes ressources que toi à la fin
pour développer. Donc, c'est Donc, tu as encore plus de l'exécution. contraintes, tu es encore plus en compétition. Encore plus, il faut aller vite. Là, c'est l'exécution et je dirais l'expérience qui compte. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est peut-être pour les vieux cons. Mais tu vas et donc tu vas aller chercher le x10 là parce que tu vas au début en fait ces petits chèques, il est sur de la niche. Certains arriveront à dépasser leur niche et aller sur plusieurs niches et là iront peut-être vers le x100. Mais au début, ça sera pas l'hypothèse. Et puis à l'après, tu as la troisième nouvelle manière de faire une start-up ou une compagnie ou un business, c'est les Gen Z, c'est les créateurs, c'est les influenceurs, c'est les coachs, tous Et les les solopreneurs, c'est Flavie, micro-influenceurs, les c'est tous. supports, Ouais. où je vais développer, je t'explique comment résoudre tel problème sur un problème très narrow, très spécifique. Ils font plein d'argent, c'est des 1 million business. Au billion, regarde Et Mister Beast. maintenant, on y va au billion. Et du coup, tu as plein de manières de faire maintenant d'une entreprise et qu'il n'y a pas que le x100 comme on avait dans la Silicon Valley avant, comme on a l'AI qu'on entend parler tout le temps de ça. C'est pas le modèle unique. Il y en a plusieurs. Flavie, Moi, je suis sûr que là, tu bois du petit lait, là. Bah, en fait, je vous écoute et ça me fait rire, mais parce que j'allais dire au-delà des levées de fonds, moi, pour la petite histoire, je suis devenue solopreneur un peu par hasard. Au départ, je partais créer une start-up dans un incubateur et tout ça. J'ai bossé dans le corporate, il y avait que la Startup Nation qui faisait rêver, en fait. Le corporate, c'était naze, on était des gros nazes, on était des gros dinosaures et tout. Le cas aujourd'hui, hein. Fallait être start-up, fallait avoir la start-up innovation et tout. Et là, ce que je sens, c'est que du coup, même la figure de la start-up aussi, elle a été un peu écorchée, par d'autres choses, tu vois? Le management, le sens, l'impact qui est finalement pas toujours, au rendez-vous de ces projets-là. Et donc moi, je vois un peu 2 trends. D'un côté, bon, bah, les freelances, ils bossent quand même beaucoup avec des startups, donc le ralentissement qu'on commence à voir, c'est pas non plus la régalade parce que ceux qui sont mono clients startup, ils commencent à avoir un peu, à se dire: «Bon, il faudrait que je me diversifie». De l'autre, on voit le règne des solopreneurs, donc il y a quand même une tendance pas encore trop connue en France, alors qu'aux US, c'est quand même assez fort. Et là, le coût de la tech qui baisse, les IA, le no-code fait que maintenant en solo, si tu t'appliques les bons côtés de la startup nation, on garde que le bon côté, comme par exemple la scalabilité, la recherche d'un marché, vraiment, d'un pain et d'un marché intéressant. Là, tu peux faire des résultats exceptionnels et on n'est pas encore au niveau des Américains en France. Là, je regardais Justin Welch là, c'est vraiment infopreneur classique, solopreneur. Son pipeline, enfin son funnel qu'il appelle, c'est 4,8 millions d'euros. Le mec vend, une formation LinkedIn, je crois, à 150 et donc il C'est décrypte ça dans génial. sa newsletter, le Saturday Solopreneur, sur comment il a construit son business et de façon très lean aussi. Je pense que c'est ça qui plaît dans le modèle. C'est que c'est vrai que créer une startup, bah, c'est beaucoup de management, c'est beaucoup de recrutement, c'est beaucoup de problèmes à gérer. Quand tu es un solopreneur un peu lean, tu te prends des assistants virtuels qui t'aident un peu, tu essayes de tout automatiser, tu bosses qu'avec des contractors, donc avec les freelancers, il y a un petit côté contractuel qui est pas désagréable. Moi qui étais manager avant, tu vois ce que ça implique d'avoir des équipes à manager et la responsabilité que tu as sur eux. Du coup, tu te libères un peu de ces responsabilités-là. Peut-être que certes, ton impact est un peu plus limité, mais tes revenus stream peuvent être conséquentes et surtout ton quotidien, il est vraiment différent, quoi. Tu peux être plus Ah bah, cool. Sartre l'a expliqué, hein, l'enfer, c'est les autres. Hein, donc, tu as enlevé Complètement. les autres. Hein, donc, forcément, il y a moins d'enfer, quoi, en fait, si tu enlèves les autres. Jean, ta réaction par rapport à ça, j'aime bien ce triptyque que nous propose Stéphanie, là, avec ses, et Mhm. qui explique qu'il y aura toujours, hein, il n'y a pas un qui remplace l'autre, il y a des nouvelles alternatives, des nouvelles façons de créer des startups, avec des modèles qui perdureront, comme le modèle à x100. Et puis, il y a des nouveaux modèles qui émergent à x10. Moi, je crois beaucoup à ça aussi. On en Euh, voit plein et on ouais. aime bien dans notre portefeuille, c'est ce qui nous redonne le sourire le matin quand on se lève, hein. C'est les boîtes qui font 10, 20, 30, 40, 50 millions d'ARR et plus, donc du vrai chiffre, et qui ont fait que une levée de fonds et demi et qui en feront pas d'autres. Je me rappelle quand j'ai rejoint Xavier en 2015, je l'ai fait investir dans une boîte dont le nom n'est pas à la hauteur de son succès, parce que ça s'appelait We Do Gift, avec deux O. Et du coup, bon, je l'ai fait investir dans cette boîte-là, on a mis un peu d'argent à une valeur très raisonnable. On a fait 25 fois la mise, et parce que le garçon n'a jamais levé d'argent, il l'a vendu pas très cher, mais il avait encore beaucoup d'equity, il a très bien gagné sa vie, et ça s'est très bien passé. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les entrepreneurs,
c'est un peu comme des jeunes conducteurs à qui on filerait des Formule 1, quoi. Et donc, ils sont là, ils ont levé de l'argent, ils ont l'impression que maintenant qu'ils ont levé de l'argent, ils sont devenus intelligents, quoi. Sauf qu'ils ont encore tout à apprendre. Et en fait, comme ils sont poussés à dépenser, ils sont poussés à faire des conneries qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que s'ils les faisaient comme tout entrepreneur normal, comme tous les solo entrepreneurs qui, eux, en fait, sont dans la douleur. Alors, dans la douleur, je pense que d'ailleurs, ils prennent plus de plaisir que les entrepreneurs qui sont pas assez dans la douleur. Parce que finalement, le plaisir, c'est quoi? C'est soit le partage, soit la douleur, hein. C'est c'est soit une bonne bouffe, soit le sadomasochisme. Et donc, voilà, dans le solo entrepreneur, moi, j'aime bien l'idée que tu es là, tu es face à, tu vois, c'est problème simple, solution simple, il faut que tu sois ultra efficace, tu peux pas faire dans le laisse-brouf. Et moi, je trouve ça remarquable. C'est dommage. Et bon, tu vois, Flavie, je te connaissais pas, mais du coup, moi, je vais vachement me documenter sur ce que tu fais et les gens que tu mets en avant. Mais faudrait qu'on. Enfin, c'est eux les modèles qu'il faut suivre pour Absolument. avancer, je pense, quand tu es un jeune entrepreneur. Alors, il y a un modèle qui est en train de s'imposer ici dans la Silicon Valley, qui fait écho d'ailleurs à ce que tu décris, Stéphanie. C'est pas étonnant d'ailleurs, parce que je rappelle que tu es basé à San Francisco toi-même. Et aussi ce que raconte Jean, et ce qui est très rassurant, parce que Jean dit, mais nous, on aime bien ça, nous, les investisseurs x10, ça nous va, quoi, en fait. C'est ce modèle de raise less, build more, où moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire qu'on rentre dans un jeu aujourd'hui, et c'est pas forcément du bootstrapping. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que je voudrais expliquer. Je pense qu'il va toujours y avoir besoin de lever un petit peu d'argent au départ pour fabriquer ton MVP, des trucs comme ça, mais des sommes qui sont beaucoup moindres qu'avant. Et quand on regarde ça dans l'histoire et dans l'évolution de la technologie, c'est pas complètement étonnant. Moi, je me rappelle, là, je vais vraiment jouer le vieux con, mais quand j'ai créé ma première startup en 96, je suis vraiment désolé quoi, de revenir aussi loin. Euh, tiens, d'ailleurs, pour la petite anecdote, hier, j'étais avec un entrepreneur, on était dans un call, et il y a Amazon qui passe et qui drop un bagage, un package, un colis, quoi, en fait, devant ma porte, et j'interromps le truc et je dis au mec, attends, bouge pas, il y a Amazon qui vient de passer, je vis à San Francisco, il faut que je récupère le colis tout de suite, sinon on va me le piquer. Et je reviens et je dis, ah bah tiens, c'est mes pantoufles là. J'avais acheté des nouvelles pantoufles sur Amazon. C'est Et là, le mec génial. me regarde et tu sais ce qu'il me dit? C'est enfoiré. Bon, bien évidemment, c'est un Gen Z, quoi. Il me fait, ah, des pantoufles. Mais en fait, je me rends compte que t'es le mec le plus vieux que je connais, quoi, en fait, quoi. Donc, le mec, il me dit, ah, mais en fait, t'es le mec, en fait, ouais, c'est vrai, t'es le mec le plus vieux que je connaisse. Et donc, voilà. Donc, je suis désolé de faire le vieux con. Mais en 96, quand tu voulais créer un software, il te fallait 5 millions. C'était compliqué. Il fallait des serveurs, il fallait des talents qui n'existaient pas. Il y en avait pas beaucoup. Il y avait pas encore l'open source. L'open source n'était pas développé. On pouvait pas. Il fallait réécrire tout en permanence. Il y avait bien évidemment pas le cloud. Il y avait pas non plus toutes ces offres de SaaS, donc qui permettaient d'avoir des services on demand. Donc ça coûtait énormément d'argent. Puis le cloud est arrivé, le SaaS est arrivé, l'open source s'est développé. Et ce qui coûtait 5 millions s'est mis à coûter 500 000. Et aujourd'hui, on est dans un nouveau paradigme avec l'intelligence artificielle et notamment le no-code. Et je pense que vous avez raison. Ce qui coûtait 500 000 va se mettre à coûter 50 000. Donc, on va avoir des start-upers qui vont avoir besoin de 50 ou 100 000 balles pour créer leur MVP très rapidement, qui, quand ils vont trouver leur product market fit avec ce MVP, vont certainement faire un tour de seed assez élevé. Je dirais même assez. C'est pour ça que je dis que c'est pas du bootstrap, qui peut-être vont lever 3, 4, 5 millions de dollars en seed et qui ensuite ne lèveront plus jamais. C'est-à-dire qu'ils vont skipper la série A. De toute façon, c'est impossible de faire une série A aujourd'hui. Et donc, avec ces 3, 4, 5 millions qui vont durer, parce que ça prend du temps, quoi, en fait, de construire un revenu, une profitabilité, une équipe solide, etc., mais qui va prendre le temps de faire ça et qu'on ne va plus voir sur le marché pendant très longtemps et qui risque de revenir à la fin avec un truc hyper solide, une équipe, une base de clients super installée et qui peut-être fera une série B, série C, mais qui aura skippé en fait toutes les phases intermédiaires ou voire même qui rentreront en bourse. Moi, c'est ça l'idée que Toutes les phases de bullshit. Passer toutes les phases de bullshit, quoi. Du réel. Putain, Ben, le fait que les gens vont se concentrer sur fabriquer et faire du business plutôt que de lever de l'argent, parce que beaucoup des entrepreneurs passaient leur temps à lever de l'argent tous les 18 mois. Et quand on sait que lever de l'argent, ça prend entre 6 et 9 mois, bah voilà, c'est comme tous les mecs du Web3, Stéphanie, qui disent « Oh, on est dans un bear market, it's time to build ».
Mais what the fuck, it's always time to build. Moi, j'étais dans le bull market du Web3 et j'étais en train de builder. Tout le monde se foutait de ma gueule. Mais qu'est-ce que tu builds? Tu viens pas à la conférence bidule, machin? Ben non, je suis en train de builder mon truc, quoi. Oui, mais c'est un bull market. Tu le loupes toutes les soirées. Bah ouais. Et maintenant qu'ils sont en bear market, ils se mettent à builder, quoi, en fait. Alors moi, je sors en bear market. Fait chier, quoi, en fait. Mais c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Je vous invite à écouter le podcast je ne me rappelle plus du titre, Flavie, c'est toi qui m'en as parlé de ce podcast avec Nicolas Collin. Et Laetitia Vito, je crois que c'est Nouveau Départ, non? Nouveau Départ, que j'ai écouté. Donc, il y a des choses très, très intéressantes qui sont dites dans ce podcast. Je le salue. Alors bon, c'est un peu au style Nicolas Collin, donc des fois, c'est un peu chiant à écouter, mais il faut écouter Nicolas Collin quand même, en fait, parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce qu'il dit. Mais en tout cas, c'est clair, il y a des règles du jeu qui sont en train de changer, des façons de financer et des modèles de start-up qui sont aussi en train d'émerger. Qui sont peut-être moins sexy qu'avant, quoi. Ça c'est clair. On va peut-être que les startups vont perdre un petit peu de leur superbe. Je pense qu'il y aura aussi encore des startups très flamboyantes. On le voit dans l'IA avec OpenAI et des choses comme ça, avec à base de grosses technologies. Mais en tout cas pour le public, ça sera moins brillant. Je te vois secouer la tête, Stéphanie. T'es pas d'accord avec ça? Moi, je pense que c'est super sexy, surtout pour les Gen Z. Je te fais la transition idéale, parce que eux, ils veulent la van life, hein. Ils veulent être motivés tous les matins dans ce qu'ils font, et solo Ah, ils nous cassent les entrepreneur couilles qui un n'est peu quand jamais même, tout hein. seul, c'est l'avenir pour eux. Ben justement, on va parler de cette Gen Z, on va parler aussi du blues des millennials. C'est la dernière partie de cette émission. C'est Flavie qui a choisi ce sujet. On en parle tout de suite. Merci. Les millennials ont 40 ans. C'est cette génération qui s'est longtemps présentée comme les jeunes, les naïfs, entre enfin dans l'âge mûr. Bonne nouvelle pour vous et bienvenue, Flavie et Jean, dans l'âge mur. C'est une étape. Merci Flavie, surtout pour ce bon sujet, hein. C'est vraiment sympa. Bonne copine, Flavie, bonne copine. Flavie, qu'est-ce qui t'a fait que tu as retenu ce sujet? C'est vrai, la génération des millennials, elle est née entre 1982 et 2000. Elle a aujourd'hui bientôt 40 ans. C'est pas Mais encore ça plus ça tard, a mais accroché, bientôt, hein. ça a accroché mon œil, quoi, tu vois, là, cette newsletter, je sais plus, c'est Millennials, Getting Older, un truc comme ça, et je me Ouais. suis dit: «Merde, c'est vrai», et en fait, on se voit pas vieillir, et du coup, j'étais encore hier, celle qui pestait dans l'open space ou en comex en disant, enfin, tu vois, en voulant changer le monde, changer toutes les façons de manager dans la boîte, tout changer et tout, et voilà, ben, en fait, ça y est, on est déjà un peu la génération qui, enfin, je veux pas dire qu'on va plus rien changer, mais en tout cas, on n'est plus celle des précurseurs de, voilà, vouloir tout changer, le management et tout, et du coup, ben, je m'étais pas vue vieillir, donc je me suis dit: «Tiens, ça va être intéressant, qu'est-ce qu'ils disent de nous?» Qu'est-ce que cette génération, elle a apporté au final par rapport à ce qu'elle était censée apporter, sur la workplace et ailleurs dans le monde, et voilà, j'ai trouvé ça bien de faire une petite rétrospective et de se prendre le temps de faire une petite pause. Voilà, arrive 40 ans, c'est le temps en fait de regarder un petit peu dans le rétro et de regarder ce que cette génération des millennials a fait, quoi, et où est-ce qu'elle nous a amenés. En tout cas, il y a tout un tas de mythes autour de cette génération de millennials, et j'avais envie de revenir avec vous, puisqu'on en tient en tout cas deux, parce que Stéphanie, elle fait partie de la Gen Z, quoi, en fait, elle va nous en parler, et c'est la plus jeune d'entre nous. Mais j'ai envie de revenir sur les mythes justement des millennials et d'avoir votre avis là-dessus, parce qu'il y en a certains qui sont assez auxquels je souscris un petit peu, quoi, en fait. Donc voilà. Donc je vous présente les mythes et je vous demande de réagir. Le mythe numéro 1 concernant les millennials, c'est de dire que c'est une génération très individualiste qui pense qu'à eux. Euh, Vrai. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Non, je sais pas, moi je dis vrai spontanément parce qu'après j'ai été vraiment bluffée, moi, au contact de mes neveux, et nièces qui ont 25 ans maintenant, donc j'ai de la chance d'avoir eu des, tu vois, d'être en contact avec la Gen Z, assez rapidement, et vraiment j'étais bluffée par le côté, beaucoup plus, engagé et tout ça. Bon, après j'en ai aussi rencontré de qui s'en foutaient et qui consommaient de la fast fashion et tout, donc ça m'a fait un peu changer d'avis, et je me suis rappelée que, finalement l'analyse par génération, c'est hyper biaisé. Parce
qu'en fait, entre 2 personnes d'une même génération, si tu as pas la même On CSP, va la faire des même grosses vie, généralités, là. On la vient même avec nos gros culture et tout. sabots, bien Voilà. évidemment, on est Bon, d'accord. quand même, Mais on tu vois, s'amuse, on s'amuse. quand tu les entends parler un peu d'impact et tout, voilà. Bon, il y a à la fois les jobs alimentaires, machin, mais il y a aussi quand même cette notion ouais, de s'impliquer un petit peu plus dans certains trucs de société, j'ai trouvé, en tout cas. Donc, une génération très individualiste, tu es d'accord avec ça, Stéphanie? Encore une fois, de façon générale, bien évidemment, les millennials, c'est des gens qui pensent qu'à eux? Je pense qu'il y a une très grande différence entre les US et la France. En Ouais, ben voilà, France, explique-nous ça. Ouais. en France, tu vas, je sais pas, l'autre jour, je vais au Monoprix, quoi. J'étais en France, je voulais acheter du coton pour me démaquiller, parce qu'il est nettement mieux en France qu'aux États-Unis. Et Ah, bah, tous les cotons ma étaient femme me demande de coton ramener du coton. biologique, Ouais. biologique, et c'était pas plus cher. Alors qu'ici, t'en as pas. Et en fait, il y a une préoccupation vraiment sur la sustainabilité, sur la bouffe doit être bonne, sourcer les produits, etc., qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Quoi. Il y en a. Et les Gen Z commencent un petit peu aux États-Unis à commencer à revendiquer un tout petit peu. Mais l'impact business n'est pas là, pas encore, alors qu'en France, il est là. Il y a déjà, et je pense que ça a touché un peu déjà les millénials et les Gen Z, et il y a une avancée de la France sur ce sujet-là. Yuka qui arrive aux États-Unis, qui est très gros, l'application Yuka en France. Hein. Je me demande comment ils vont faire ici, hein, parce qu'il y a Les gens quelques s'en personnes foutent, qui hein. sont intéressées, mais les gens s'en foutent. Hein. Les gens s'en foutent Et complètement. du coup, les Français sont moins, les millennials étaient un peu moins égoïstes que les millennials américains, je dirais, sur ce sujet-là. Oui, je suis d'accord avec ça. Jean, cette forme d'individualisme, bon, alors aux États-Unis, elle a raison, Stéphanie. Bon, de toute façon, la société américaine est par définition plus individualiste, par la force des choses aussi, parce que de toute façon, l'État va pas t'aider, quoi, en fait. Donc, tu es obligé de. C'est sauve-toi et le ciel t'aidera, quoi, en fait, quoi. Et la communauté t'aidera. La C'est pas communauté. individualiste, c'est la Mais communauté. oui, la communauté avec une définition de ce qu'on appelle communauté qui est très différente que celle qu'on a en Europe. La communauté, ça peut être ton club de foot, hein, ça peut être ton église, ça peut être des choses très très différentes. Jean, ta réaction par rapport à ce mythe de l'individualiste Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que donc en fait, on est deux extrêmes. Les millennials sont des extrêmes dans un sens probablement, et la Gen Z extrême dans l'autre. Moi, ce que je constate, c'est que il y en a pas un pour sauver l'autre. Moi, je vais te dire, t'es un branleur, parce que tu bosses pas 15 heures par jour, 6 jours par semaine pendant les 25 premières années de ta vie. Franchement, qu'est-ce que tu fous, quoi? Et le Gen Z va me dire, ben toi, tu sais pas kiffer et tu vas te relever et un jour tu vas être sur ton lit de mort et tu compteras toutes les opportunités que tu as passées dans ta vie, quoi. Alors que moi, je serais allé surfer, je serais allé faire ci, je serais allé faire ça, etc. La vérité, elle est pas là et elle est pas là non plus. Ok, donc moi, s'il y a un Gen Z qui veut m'expliquer un peu la vie, je suis content. Si je lui en explique un petit peu, je suis content aussi. Si on arrive à se rencontrer au milieu, fair enough. Moi, je suis là pour faire des. Moi, je suis là, je suis pas la nupe, hein. Je suis pas Je pense pas que le Gen Z, il veut juste s'amuser. Je pense qu'il veut juste plus d'équilibre dans sa vie professionnelle. Il veut Ah, pas il veut plus avoir un vieux con d'équilibre. qui Ah, lui il veut dire plus quoi faire d'équilibre en avec tout ce corporate. qu'il faut avec. Ah ouais. Mais on Non, moi était, je pense que en fait, vous vous rendez pas compte, mais je pense que la Gen Z est très smart, c'est-à-dire qu'ils ont vu les millennials faire des études supérieures qui finalement n'ont pas servi à grand chose, se casser la tête, etc. Et ils ont juste décidé d'être un peu plus hors système, c'est-à-dire que les millennials, c'est quand même des gens qui ont cru dans le système à un certain point. Y compris d'ailleurs les médias sociaux, hein, c'est-à-dire que c'est le mythe numéro 2, hein, c'est-à-dire que quand on regarde, moi ma fille de 17 ans, elle me dit quand je prends alors je prends très peu de photos, mais quand tu vois j'essaye de prendre une photo, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit jolie parce que le système m'a expliqué qu'il fallait que la photo soit jolie, qu'elle soit bien cadrée, etc. Donc je respecte un petit peu les règles. Et elle m'explique, elle me dit mais non mais c'est vraiment une photo de millennials parce qu'elle est parfaite quoi en fait, c'est-à-dire que elle Génial. voilà, il faut que le plat soit déjà bouffé à moitié, qu'il y ait une fourchette en plastique qui traîne négligemment quoi en fait à côté de l'assiette pour que ce soit une photo réussie quoi. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu plus grunge et punk quoi en fait chez la Gen Z et quelque part c'est un acte politique de refuser finalement ce que la société veut m'imposer, cette forme de perfection. Et on le voit d'ailleurs dans la mode, les millennials, quand je disais ce mythe 2, partagent tous les mêmes expériences, ils s'habillent tous à peu près pareil, ils font à peu près tous les mêmes photos.
moi, ce que j'adore dans la Gen Z, c'est qu'il y a une diversité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un style, il y a plein de styles. On revient un peu, moi, en tant que Gen X, j'adore, aux années 80. Regarde le style, comment ils s'habillent, quoi, en fait. Dans les années 80, il y avait plein de styles différents. Il y avait les mecs de la New Wave qui étaient habillés en noir, t'avais les punks, t'avais les mecs à la Madonna, Cyndi Laupers avec du fluo. Il y avait plein de trucs de diversité comme ça, et la Gen Z est plus dans ce truc-là, et c'est pas partager les mêmes expériences, c'est créer sa propre expérience. D'ailleurs, c'est une génération qui est très créative et qui utilise les outils qui leur sont à disposition pour être très créatifs. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi, en tout cas. Moi, c'est ce que je reproche un petit peu à notre génération de millennials, parce qu'on avait le côté idéaliste de on va péter l'establishment, les managers au-dessus de nous et on critiquait et tout. Et au final, on a eu un côté assez conformiste, quoi, comme si on devait Grave. installer notre propre establishment, devenir le N+2, le N+3, le N+10 qu'on rêvait d'être, quoi. Et tu vois, on les a un peu remplacés. Et du coup, c'est pas pour rien aussi que ça a été la première génération, je pense, reconversion, parce qu'il y a quand même eu les prémices de ceux qui voulaient sortir du système. Et voilà, moi, quasiment tous mes potes se sont reconvertis. Moi, je suis sortie du système aussi à un moment donné, donc tu vois, assez tard, mais quand même, c'est arrivé. Et puis derrière, les générations d'après, elles ont même plus de cases dans le système, quoi. Elles nous disent: «Mais attends, mais tes cases, c'est débile». Et moi, j'entends beaucoup plus parler maintenant, de polytravail. Donc on combine salariat, freelancing, van life, je sais pas, tu vois? On combine tout, en fait. C'est vraiment c'est même plus un truc linéaire ou un truc, successif, quoi. Bon, on sent que Jean, ça le fait chier d'avoir 40 ans, ça c'est clair, et qu'il est très en colère contre la Gen Z. Comment tu te vois là, Jean? Qu'est-ce qui va t'arriver là? Quel vieux con t'as envie de devenir? Ah là là, franchement, c'est terrible. Écoute, ma crise de la quarantaine a commencé avec le triathlon. euh, et Moto? j'espère que la crise de la 5... Comment? La moto, non? Pas encore. Ah Ah, tu non, vas non, pas tarder à non. acheter une moto. Tu vas pas tarder à Ah acheter une non, moto. jamais. Non, 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 non. Ah, il Comment fait je du vois ça? vélo. Il Du fait du coup, vélo, Jean. Il complètement. fait du Bon, vélo. je fais du triathlon. Je suis content. Je fais du vélo. Et je pense que ma seconde crise, je l'attends aux alentours de 50. Je pense que je vais me mettre à la cuisine. Je te jure, c'est vrai. Non, je te jure, parce qu'en fait, bouffer, c'est le seul truc que tu fais 3 fois par jour sans jamais être lassé, dans lequel tu découvres des trucs incroyables tout le temps. Je me dis, en fait, pour être dans un émerveillement permanent, un peu comme toute Gen Z de ce monde, je vais me mettre à la bouffe, quoi. Comme ça, Mais je vais pourquoi tu t'y mets pas ressentir un maintenant? peu ce que c'est qu'être un Gen Pourquoi Z. t'attends d'avoir 50 ans? C'est quoi cette connerie? Ah, parce que j'ai commencé à faire de la bouffe et du triathlon, je me suis rendu compte que je pouvais pas faire 12 heures de triathlon et 12 heures de bouffe par semaine, tu vois, que ça marchait pas, qu'il fallait que j'en choisisse un des deux pour commencer. Et donc, voilà. Mais c'est dans les plans. C'est intéressant Voilà. psychologiquement ce que tu es en train de dire. Je pense que tu es en train de faire du sport parce que là, tu as peur de mourir et que tu es juste en train de vérifier, fact-checker que ton corps fonctionne toujours, quoi, en fait, hein. Mm. Et qu'à 50 ans, tu auras compris que de toute façon, même si ton corps marche, tu vas de toute façon mourir. et que tu es déjà dans la deuxième partie de la colline et que autant Peut-être. bouffer avant de mourir, quoi, en fait, quoi, grosso modo. C'est ça ce que tu es en Bah, train de me dire. écoute, c'est peut-être ça. Mais bouffer ce que j'ai concocté, tu vois, ce que je préparais pendant des heures, quoi. La Ouais. découverte du Tu vas produit, finir c'est fini. jardinier. Tu vas faire un potager, toi, hein. T'es parti pour faire Mm. un potager, quoi, en fait, quoi. Probablement. Mais Ouais, moi, je peux vous dire, je viens voilà. d'avoir 50 ans cette année, qu'en fait, et je m'en foutais complètement. Je me disais, j'en ai rien à Mm. foutre, c'est qu'un chiffre, machin, et un. Et en fait, je vous le dis, c'est un peu chiant parce qu'en fait, ce qui change, toi, t'es pareil. Moi, j'ai l'impression d'être pareil dans ma tête que quand j'avais 25 ans. Mais quand tu dis que tu as 50 ans, bah, les gens te parlent différemment. Oh, t'as 50 ans, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord, tu fais partie tout d'un coup d'une catégorie de gens différentes. Alors, on te pose la question. Surtout Mais alors, quand qu'est-ce on que fête Il y ses a un 50 ans vrai à Limoges, égisme. mon Dieu, hein. t'es un vrai Edgy. Donc, c'est Ouais. ça qui est chiant, en fait. C'est le regard des gens, quoi, en fait. Il y a un Mais après, égisme, t'inquiète tu pas. sais, égisme, hein, comment tu dis en français, en fait. On te met Ah dans ouais, une ça, case de vieux et les vieux avant faisaient rien. Et je pense que comme les Gen Z, les millénials ont prouvé que tout changeait, bah, les vieux, ils changent aussi. Et les vieux, en fait, maintenant, on va vivre tous là, on va vivre au-delà de 100 ans. C'est sûr, voire plus, la singularité Pas sûr, arrive. moi, hein. Avec ce que je Ah m'en si, vois. ouais, peut-être pas, mais peut-être pas toi, mais moi, je suis sûre, hein, sans va, hein. Et en fait, quand tu as 50 ans, tu es à la moitié de ta vie. Tu te rends compte tout ce que tu as fait entre 30 ans et 50 ans. Tu as eu 20 ans, tu as fait le meilleur de ta vie. Les 20 prochaines années, c'est les meilleures de ta vie encore. C'est le conseil que m'a donné ma mère. Quand j'ai eu 50 ans, elle m'a dit écoute, regarde tout ce que tu as fait en étant quand même assez con, parce que tu étais jeune. Et maintenant, il te reste
exactement le même temps qu'en fait, mais tu es beaucoup moins con qu'avant. Tout à Donc fait. tu vas faire encore mieux, parce que tu as appris des choses et donc ça Il va faut que être la plus facile. société croie en toi, donc faut leur Ça va être plus prouver. C'est tout. facile. Mais comme on dit avec les startups, quand tu as plus mal aux jambes, ça veut dire que tu descends. Bon, bah, peut-être que la pente est plus douce, quoi, en fait, en tout cas. Bon, écoutez, bon, voilà, c'est le blues, hein. C'est le blues des millennials. Bienvenue. Vous allez voir, ça va bien se passer. On passe à la dernière partie de cette émission, c'est les brèves de la semaine. Flavie. Alors, en bref, j'ai un truc qui va peut-être pas te faire rêver dans la Silicon Valley, parce que je ne sais pas quelles ont été les dates de lancement, mais en fait, en France, Copilot, la version du coup IA de Microsoft, ça sort dans les entreprises le 1er novembre. Ouais. Donc, tous les big corporates vont pouvoir arrêter de se cacher, d'aller sur ChatGPT envers et contre toutes les, les policies de Les leurs directives de entreprises. l'IT qui demandent à ce que. Mais c'est Camille Lambert qui nous expliquait la semaine dernière que tu avais quand même des mecs qui mettaient dans OpenAI tous leurs contrats de business, quoi, en fait, avec tous les détails de leurs contrats, avec des deals qu'ils sont en train de signer chez Airbus et tout le bordel, et qui foutent tout ça dans OpenAI. Donc, ça part sur les serveurs américains, hein, cette histoire. Hein. Donc, bon. Bah, non, mais c'est sûr. Et du coup, bah, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que quand même tout ce temps perdu en réunion. Il y a encore là, l'autre fois, je faisais une intervention chez Audencia pour leur montrer, leur parler un peu de freelancing, un peu de trucs du futur. Moi, je trouve que c'est pas trop du futur, mais et notamment les trucs d'IA, tu sais, pour prendre des notes pendant tes réunions, pour pas avoir à le faire. Et donc, ça te fait des résumés et tout, c'est hyper bien. Et ils m'ont regardé avec des grands yeux, quoi. Donc, je pense que toutes ces façons d'être un peu plus productif, y compris dans le travail asynchrone, les réunions, les trucs comme ça va être assez waouh en entreprise. J'aimerais bien être une petite souris pour voir ça. Mais je pense que tu as absolument raison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'encore l'IA, c'est encore un gadget. Moi, je parle avec des gens très, très smart hein, ici dans la Silicon Valley qui sont des entrepreneurs dans la tech et je leur parle de ChatGPT. Je leur dis, t'as essayé? Ouais, j'ai essayé, c'est drôle, machin. Je dis, t'as essayé, quoi, en fait, tu l'utilises pour ton travail. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'utilisent pas, quoi, qui sont restés dans leur modèle de travail traditionnel. Et là, il y a un fossé culturel, un fossé technologique qui est en train de se créer encore à nouveau avec des gens qui refusent d'utiliser ce truc-là. Donc, ouais, Copilot, c'est énorme, hein. C'est énorme. Mon fils, qui connaissait rien en machine learning, il a tout appris en utilisant OpenAI ChatGPT, donc pas Copilot, mais adapté. Et il a fait des projets entiers en AI tout en posant à chaque fois les questions à chatbot. Il a fait un truc de malade. Ouais, non, mais c'est taré, quoi. Ça, c'est, donc, non, mais il y a encore du boulot, effectivement, pour catch up pas mal de gens et je pense qu'on en est effectivement au tout début. Jean, tu avais une anecdote. Ouais, j'avais une anecdote. C'est juste pour. Désolé, hein, c'est encore en écho avec la semaine dernière, mais j'ai été à Londres et là je revenais en train. J'ai pris 2 fois le train. J'ai fait Londres-Paris, Paris-Aix. Putain, pour mon bilan carbone, je me suis senti un vrai Très Gen bien, Z. Jean. C'était extraordinaire. C'est Voilà. bien. Tu es un bon millénial. Et donc ça c'est la brève. Non, et du coup, je croise dans le train un manager de fonds qui lui a un fonds de 10 milliards, donc ça va, mais qui fait du venture. Et il me dit, j'ai proposé de racheter des parts de start-up à des investisseurs au Q1 2023. Ils m'ont dit non. La boîte a continué de grossir, mais pas suffisamment vite. J'ai proposé le même prix au Q3 2023. Ils m'ont dit non. Et il m'a dit c'est génial parce que la boîte va continuer de grossir et tu vas voir que je vais leur proposer du cash en Q1, Q2 2024. Ils vont tous me dire oui. Et donc, et donc voilà, cash is king. Hein. Ouais, et d'ailleurs, le private equity se porte très très bien en ce moment, quoi, en fait. Ouais. Stéphanie, alors tu vas nous parler de Netflix. Ouais, Netflix qui a annoncé en fait qu'en Ah ouais, ça 2025, c'est ils génial. allaient ouvrir des boutiques physiques. Donc Netflix, le géant quand même du streaming virtuel, on va dire, qui arrive physique. Alors ils vont pas vendre des DVD, hein, parce que vous savez, l'histoire de Netflix, c'est pas pour ça. C'est vraiment pour permettre aux fans d'acheter, de jouer, d'acheter des produits qu'on voit dans les shows, dans leurs shows produits par Netflix et de manger. Ils avaient fait déjà en fait cette année à LA des pop-up restaurants Netflix Bites Bites, où tu ouais, c'est ça. pouvais manger certains chefs, Dominique Reine, une Française dans la Eh Silicon oui, Valley de que San j'adore, Francisco. Ouais, ou San Francisco embrasse qui était Dominique. là-bas. Ouais. Et là, en fait, tu vas pouvoir même acheter des produits que tu vois. Donc, je sais pas quel est votre show favori en ce moment, mais peut-être la perle en or de Lupin en ce moment, c'est Lupin
sur Ouais, Netflix. ou de l'oxycodone, là, c'est pas l'opioïde que j'achète. Peut-être pas là, Ouais, peut-être pas, les peut-être pas. opioïdes, effectivement. Parce qu'il y a une bonne série qui s'appelle Painkiller en ce moment sur Netflix. C'est Si tu énorme. sais pas quoi faire pour te calmer de ta bonne journée, tu te regardes ça, tu dors Ouais. Tu dors comme un plus. bébé. Après, Breaking Ah, Bad, je sais pas quels vont être les goodies, effectivement, quoi, en fait. Intéressant. Mais c'est fort parce qu'en fait, tu te dis, c'est un peu le play de Jordan avec Nike ou Adidas où il avait pris des pourcentages quand il avait accepté de faire sa chaussure, Jordan. Mm. Là, en fait, tu te dis, ils vont pouvoir, parce que c'est la lutte entre Netflix ou Hulu pour produire des movies ou des séries. Et là, ils peuvent dire, attends, si on le fait ensemble, tu vas aussi pouvoir vendre plus de merchandising, plus de produits grâce à moi. Et je pense qu'en fait, entre ça, de gagner plus d'argent pour convaincre d'avoir plus de shows, et en même temps gagner de l'argent directement en vendant du merchandising, parce que c'est un playbook que tous les influenceurs font, etc., c'est smart. C'est smart. Et puis ça permet aussi d'aller chercher des nouveaux clients parce que d'avoir ta boutique dans la rue, quoi, effectivement. Le dernier effet qui se coule. C'est le dernier effet qui se coule. Très smart. On va suivre ça de très près. J'espère que ça marchera mieux que les Amazon Go qui n'ont pas super bien marché côté Amazon, quoi, en fait. Mais en tout cas, ils ont des trucs intéressants à proposer. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'étais super content de vous avoir. Merci de vous être prêté à l'exercice, qui n'était pas facile. Merci Carlos. Parce qu'il fallait parler de ce sujet d'Israël et de ce qui se passe en ce moment dans le conflit israélien. Ce n'était pas un sujet facile. Vous avez été courageux. Vous n'avez pas refusé l'obstacle. Et on va lire les commentaires. On va bien voir ce que les gens disent. Non, justement, il faut pas lire les commentaires. Oui, on lira pas les commentaires. Donc, c'est pas la peine de nous laisser les commentaires. On ne les lira pas. Ouais, ou jette ta haine. Et jette ta haine et on se reparle plus Pas tard. de haine. On est tous des humains. Et notre humanité, face à l'IA, surtout, c'est ce qui nous rend plus humains. Exactement. C'est super ce que j'ai dit. Bon. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a le professeur qui fait son grand comeback. Donc, je vous donne rendez-vous. Et Jean sera aussi parmi nous pour suivre ce grand comeback du professeur dans Silicon Carnet. Hasta luego, amigos! Hasta luego. Carlos.